Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Nathalie et moi, on vous retrouve donc pour la deuxième partie de cette grande soirée électorale qui va nous emmener jusqu'à 22h. Le politologue Thomas Frino et notre dessinateur Loïc Schwartz sont toujours avec nous. Dans quelques instants, on vous présentera 3 nouveaux invités. Et on va tout de suite commencer, Nathalie, avec un nouveau tour de Bretagne des résultats. Voilà, et on commence tout de suite dans le Finistère. Nous nous rendons à Brest pour rejoindre Bruno Gilbert. Il y avait 36 maires à désigner ce soir. Où en sommes-nous, Bruno ? Eh bien, pas mal de résultats commencent à nous parvenir. Je vous emmène dans le sud du département, tenez, pour commencer cette petite tranche. Allons à Pamart, où le maire sortant, le socialiste Reynald Tanter, a été battu ce soir. C'est Gwenola Letroadec, une candidate d'hiver, qui l'emporte avec 50,57%. Autrement dit, 31 voix seulement d'avance sur Reynald Tanter. Il faut dire qu'un troisième candidat du premier tour qui aurait pu se maintenir a préféré fusionner avec Gwenola Letroadec, une fusion qui a donc fonctionné puisqu'elle sera la maire de Pamart. Allons à Crozon. 4 candidats se tenaient en un mouchoir de poche. Eh bien, on connaît maintenant le résultat. C'est Patrick Berthelot qui l'emporte avec 35,34% des suffrages devant la candidate Gaëlle Vigourou, la conseillère régionale de gauche. Elle obtient 24,61%. 400 voix d'écart, autrement dit, le deuxième tour a été beaucoup moins serré que le premier tour. À Loctudy, sans surprise, Christine Zamunier a été réélue. Elle est d'hiver droite, 44,13%. Et puis on reste dans le sud, décidément, on se rapproche de Quimper. À Ergué-Gabéric, là aussi, pas vraiment de surprise. C'est le maire sortant d'hiver, Hervé Héry, qui a été élu avec 46,61%. Merci beaucoup à vous, Bruno Gilbert. Et nous restons dans le Finistère où nous retrouvons tout de suite à Morlaix Agnès Lebrun, la maire sortante, après 2 mandats, qui n'a pas réussi à se faire réélire. Bonsoir Agnès Lebrun. Au premier tour, vous n'aviez pas viré en tête. Il y avait 41 voix d'écart avec Jean-Paul Vermaux. Comment ce soir analysez-vous votre défaite ? Oh, je pense que c'est une conjonction. Alors on sait bien que la situation était particulièrement inédite, mais là en revanche on voit bien aussi qu'on peut tirer une leçon politique. Autant on ne pouvait pas le faire le premier tour, autant on doit le faire là. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'usure sans doute de mandat, aussi d'une campagne très très idéologique avec une volonté vraiment de reprendre la main par le parti. Et on est assez loin de la démocratie locale, mais on peut souhaiter évidemment aux vainqueurs d'œuvrer pour que cette ville se développe parce qu'elle le mérite. Morlaix est un bastion de gauche historiquement qui retourne à gauche, ça vous semble bien sûr normal ? J'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Je ne sais pas ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Ce qui est important, c'est que la voix des urnes continue dans notre pays à donner le ton. Là, les urnes ont parlé et le reste se construit. C'est plus l'avenir qui m'intéresse que le passé. Alors justement, votre avenir, quel est-il ? Vous êtes encore conseillère régionale. Comment voyez-vous votre avenir politique ? Oh, vous savez, ce soir, c'est pas mon avenir, moi, qui m'intéresse. On a tous un avenir, on le construit. Je ne suis pas locataire de ma vie, donc je ferai ce que j'ai à faire. En revanche, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est l'avenir de ma ville, l'avenir de cette ville que j'ai aimée, que j'ai servie pendant plus de 10 ans. C'est ça, en revanche, qui m'intéresse ce soir. Donc vous allez continuer dans l'opposition à essayer de défendre cette vision que vous avez pour Morlaix ? Aucune idée. Je n'ai pris aucune décision. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir réservé votre réaction. Merci Agnès Lebrun. Donc, bascule à Morlaix, bascule à Quimper. En revanche, à Pontivy, les électeurs ont offert un deuxième mandat à Christine Lestrade, la maire sortante de Modem, qui est avec nous en direct. Bonsoir Christine Lestrade, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? Qu'est-ce qui a convaincu les Pontiviens et les Pontiviennes ? C'est votre bilan ou plutôt votre projet ? Eh bien, je dirais que ce sont les deux, le bilan, puisque je le prends comme une reconnaissance de ce que nous avons fait pendant les 6 dernières années, et puis le projet que les Pontiviens souhaitent voir lancer pour Pontivy. Nous avions de gros projets, donc que nous allons enfin pouvoir lancer. Nous avons continué à travailler, même pendant la période de confinement, puisque nous sommes quand même dans une situation relativement inédite, mais maintenant, donc, nous avons toute légitimité pour continuer. Alors on dit souvent que le deuxième mandat est le mandat le plus compliqué. Comment se réinventer pour justement éviter un phénomène d'usure dans 6 ans ?
Je pense que ce sont tous les projets que nous portons pour Pontivy, que nous souhaitions voir réaliser et que nous allons lancer. Il faut un certain nombre d'années pour pouvoir rendre opérationnel tout ce travail, toutes ces études et tous ces projets que nous avons. Et donc, nous allons pouvoir lancer justement cette phase opérationnelle. Alors, puis, bien entendu, nous n'oublierons pas le quotidien des Pontivins. Alors justement, le quotidien de votre ville, c'est 2 grands dossiers qui ont émergé. Le réaménagement de la rue nationale, où la circulation est compliquée, c'est l'artère principale de la ville, et le projet d'installation d'un magasin Grand Frais qui inquiète beaucoup les commerçants du centre-ville. Est-ce que sur ces 2 dossiers, vous allez prendre les choses à bras-le-corps? Je pense que le projet d'installation de Grand Frais, qui ne se fera pas avant 2002, s'il aboutit, ne concurrencera pas nos commerçants du centre-ville, puisque Grand Frais, c'est une grande surface, donc ce n'est pas le même type de commerce. Et quant à l'aménagement de la rue nationale, eh bien, les commerçants du centre-ville ont demandé que nous reportions quelque peu ce projet. Nous allons le retarder de quelques mois. Mais nous continuons à préparer cette phase opérationnelle pour pouvoir le travailler et j'espère à la fin de cette mandature avoir un centre-ville rénové et très accueillant, alors bien entendu pour les populations locales, mais aussi pour tous les Bretons qui viendront dans le centre-Bretagne. Merci beaucoup Christine Lestrade, merci d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que vous avez été élue ce soir avec 56,59% des voix. Nous restons toujours dans le Morbihan où nous attend Isabelle Rétic pour d'autres résultats justement dans le département. C'est à vous Isabelle, on vous écoute. Oui Robin, et je vous rappelle tout d'abord le gros résultat de la soirée dans le Morbihan. Il concerne la ville de Lorient où Fabrice Loher, le candidat d'hiver droite, a été élu. Il a obtenu 35,34% des suffrages. Il devance Damien Gérard, le candidat écologiste soutenu par une partie de la gauche qui obtient lui 32,83% des suffrages. C'était la 4e candidature pour Fabrice Loher. Cette fois-ci, c'est donc la bonne. Et il met un terme à 50 ans de règne de la gauche ici à Lorient. Il succédera donc à Norbert Métairie, le maire socialiste qui, après 22 ans de mandat, avait décidé de raccrocher. Un résultat intéressant pour l'agglomération rennaise. D'ailleurs, il s'agit du résultat de Locq-Miquellic où la d'hiver gauche Nathalie Lemaguérès, la maire sortante, est battue ce soir. Elle a obtenu 37,42% des suffrages. C'est Philippe Berthaud qui est élu. Il a obtenu 41,79%. Autre résultat intéressant, l'Armor-Plage où il y avait une quadrangulaire. Eh bien, c'est Patrice Valton d'hiver droite qui s'impose avec 40,15% des suffrages. Il succède donc à Victor Tonnerre qui ne se représentait pas après 3 mandats. À Arradon, intéressant aussi puisqu'Arradon bascule à gauche ce soir. C'est Pascal Barret, candidat d'hiver gauche qui était jusqu'alors conseiller d'opposition qui l'emporte. Il obtient 44,86% des suffrages et il devance Jean-Philippe Perriès, le candidat d'hiver droite qui obtient 43,07%. À Kervignac, élection d'Élodie Le Floch, elle obtient 48,87% des suffrages et elle succède à Jacques Leludec qui était maire depuis 37 ans. Enfin, à Guidel, réélection pour Joël Daniel qui obtient 42,56% des suffrages. Voilà pour le Morbihan. Merci beaucoup Isabelle. Nous continuons notre tour de Bretagne des réactions et nous allons tout de suite en Ille-et-Vilaine où nous attend Carole Gandon, candidate battue à Rennes. Bonsoir Carole Gandon, vous étiez soutenue par la République En Marche, merci d'être avec nous. Voilà, pas d'alternance à Rennes. Décidément, c'est dur de proposer une alternance aux électeurs rennais qui ont massivement donné leur vote à Nathalie Appéré, la maire sortante. Oui, bonsoir Robin, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, les électeurs rennais se sont tout d'abord massivement abstenus. Et je crois que le premier enseignement de ce second tour, c'est celui de ce score record de l'abstention. C'est un échec collectif et véritablement, c'est ce qui doit nous questionner pour les mois à venir et les années qui viennent. Être capable de réinventer notre démocratie. J'entendais Nathalie Appéré nous dire que nous n'avions pas besoin de nous réinventer. Je crois que le recul de la participation est véritablement problématique et nous devrons dans les prochaines années travailler à retisser cette confiance avec les électeurs. Carole Gandon, on a sur notre plateau Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire, qui faisait un ticket avec Charles Compagnon, votre adversaire aussi pour ce second tour. Il n'y a pas eu de fusion entre les deux listes, c'est un regret finalement aujourd'hui ?
Oui, j'ai eu l'occasion de le dire. Je regrette qu'une fusion n'ait pas été possible. Je l'ai appelé de mes voeux. Mais Charles Compagnon et Pierre Breteau ont fait le choix de rester fidèles à LR. Donc nous partions séparés sur ce second tour. Nous serons ensemble dans l'opposition. Et je pense que chacun pourra travailler à apporter de la contradiction, à apporter des propositions. Et en tout cas, pour ma part, je prépare véritablement un projet pour les années qui viennent avec ce collectif Réveil les Rennes que nous avons rassemblé, qui sera sur le terrain, qui fera vivre le débat d'idées. Je suis devant Charles Compagnon, même si effectivement les résultats sont serrés, mais nous avons réussi à nous démarquer et à confirmer notre leadership par rapport à cette opposition qui vient. Et donc avec le collectif Réveil les Rennes, nous serons une force de proposition déterminée et à l'écoute des Rennaises et des Rennais. Merci Carole Gandon pour cette première réaction. Et nous poursuivons avec quelques résultats, notamment du côté de Dinard, en Ille-et-Vilaine, sur la côte d'Émeraude. C'est la liste de Arnaud Salmon, liste d'hiver droite, qui est élu avec un peu plus de 42% des suffrages. C'était pourtant Christian Poutriquet qui avait viré en tête au premier tour. Qu'on poursuit dans les Côtes d'Armor à Ploumagloire. Cette fois-ci, c'est la liste d'hiver gauche de Yannick Echeveste qui est élu avec un peu plus de 36% des suffrages. Il succède donc à Bernard Hamon. Et enfin, c'est la liste de Joël Battard d'hiver droite qui est élu à Pordic et qui succède à Maurice Battas d'hiver droite lui aussi. Et on va justement rester dans les Côtes d'Armor et on va tout de suite retrouver à Saint-Brieuc le candidat battu de deuxième tour, Richard Roussel. Bonsoir Richard Roussel, merci d'être avec nous. Si on faisait un peu d'arithmétique au soir du premier tour, votre fusion avec la liste de Corentin Poilbou soutenue par LREM vous donnait l'avantage pour une victoire, notamment à Saint-Brieuc. Qu'est-ce qui n'a pas marché puisque Hervé Guillard est vainqueur largement avec près de 60% des voix? C'est compliqué de faire l'analyse comme ça à chaud. Il est un fait qu'on n'a pas su convaincre, en tout cas, de la sincérité de la démarche d'alliance qui est pourtant m'apparaît évidente et nous a semblé assez évidente, solide, articulée autour d'un projet partagé. Ça n'a pas suffi visiblement. 20 ans de gestion, on va dire, centriste à Saint-Brieuc, il y avait un phénomène d'usure? Écoutez, c'est je crois le second aspect, c'est-à-dire qu'il y a effectivement 20 ans de gestion centriste. On pensait, et je pense qu'on incarne le renouveau, tout autant d'ailleurs que la liste d'Hervé Guillard. Il n'est pas évident que ce message-là soit passé non plus. C'est une liste totalement renouvelée. Il vous a manqué une mobilisation de l'électorat, de la droite et du centre à Saint-Brieuc? Oui, et c'est un peu le troisième enseignement. Déjà, il y a une très forte abstention. C'est assez difficile de savoir si c'est notre famille et les gens de notre sensibilité qui n'ont pas répondu présents pour aller déposer et glisser un bulletin dans l'urne. Oui, de fait, notre électorat ne s'est pas mobilisé. Merci beaucoup Richard Roussel pour cette première réaction. Je rappelle que vous avez été donc battu au second tour des élections à Saint-Brieuc, qui a donc voté majoritairement pour le candidat de la gauche unie, Hervé Guillard. On va tout de suite retrouver justement Fabrice Leroy. On reste dans les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc avec Fabrice Leroy qui a d'autres résultats pour nous. Oui, après Saint-Brieuc, je propose d'aller dans la troisième ville du département, Lamballe-Armor, où se jouait la succession de Loïc Corré, le maire socialiste de la ville pendant 25 ans. Et c'est son dauphin, Philippe Hercouët, qui s'impose dans la triangulaire. Il l'emporte avec 50,26% des voix. La liste de Stéphane de Salier-Dupin et de Sylvain Bernu ne s'était pas alliée entre les deux tours, ce qui a profité bien évidemment à Philippe Hercouët. Nous partons maintenant en bord de mer à Erquy, où là c'est le centriste Henri Labbé qui était en tête au premier tour et qui l'emporte avec 58,73% des voix. Il va succéder à Christiane Guervilly, maire sortante, qui était arrivée en troisième position au premier tour, qui avait préféré se retirer de la course. On reste sur la côte à Ploua où se jouait la seule quadrangulaire dans les Côtes d'Armor. Et c'est le maire d'hiver gauche, Philippe Delsol, qui l'emporte avec 39,08% des suffrages. Il avait été maire de 2008 à 2014, puis battu de 14 voix en 2014 avant d'être de nouveau élu en 2016 lors d'une élection partielle. Il conserve donc son siège.
Un détour par Ploumagoire où là il y avait une triangulaire entre 3 listes de gauche. Le maire sortant, Bernard Hamon, était en mauvaise position puisqu'il était arrivé 3e. Une mauvaise position qui s'est confirmée puisqu'il est battu par son adjoint Yannick Echeveste qui l'emporte avec 36,55% des voix. Enfin, la palme de la victoire la plus serrée dans les Côtes-d'Armor, elle revient à la maire sortante de Plougrescant, Anne-Françoise Piédalu, qui s'impose avec seulement 7 voix d'avance sur son concurrent Bruno Duval. Merci beaucoup Fabrice Leroy et nous filons tout de suite à Brest où Bernadette Malgorn, la candidate donc de la droite et du centre, nous a rejoint. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est le second duel pour vous face à François Cuyandre, un second duel à nouveau, un échec pour vous. Oui, mais nous étions en triangulaire cette fois-ci, un contexte différent donc. Et puis Brest a illustré que cette désaffection générale pour la démocratie avec ses taux d'abstention phénoménaux et que je pense que c'est très lié aussi à la façon dont cette ville fonctionne. Et que tout ce que nous avons dénoncé sur l'affaiblissement de la démocratie locale s'illustre par ces taux d'abstention très élevés, alors même que je comptais sur une remobilisation des abstentionnistes pour pouvoir remonter mon retard sur M. Cuyandre. Est-ce que vous pensez que la gestion de la crise qu'il a dû affronter ces 3 derniers mois lui a donné une prime, une sorte de prime au sortant ? En tout cas, il a fait de la communication, il est passé sur les télés nationales, il a fait un numéro spécial du bulletin municipal entre les 2 tours, sans donner la parole à l'opposition, bien entendu. Donc, il a utilisé les moyens de la collectivité pour faire de la communication politique à son profit. Dire qu'il a bien géré cette période, c'est un petit peu autre chose. Je crois qu'il a quand même eu un comportement assez erratique sur la fourniture des masques, alors même que la population était anxieuse à l'idée d'un déconfinement sans masque, et qu'il y a eu aussi d'autres sujets sur lesquels il a été trop hésitant, repoussant toujours les responsabilités sur la police nationale, l'éducation nationale et que toutes les autres administrations que lui-même. Vous l'avez dit aussi au début, cette fois-ci c'était une triangulaire avec Marc Ouattanea de La République En Marche. Est-ce que vous regrettez qu'il n'ait pas accepté la main que vous lui avez tendue pour justement une alliance et peut-être battre le PS et l'alliance avec Europe Écologie Les Verts ? Écoutez, sur le plan des projets, c'était effectivement une hypothèse tout à fait envisageable, mais qu'il a dit lui-même qu'il était un homme de gauche qui ne pouvait s'allier avec nous, peut-être dans la perspective d'autres échéances, puisque l'on sait que les régionales sont en ligne de mire. Merci beaucoup à vous, Bernadette Malgorn, de nous avoir réservé cette première réaction. Merci à vous. Et on va justement réagir à ces propos avec nos 3 nouveaux invités qui nous ont rejoints. Pierre-Yves Cadalin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous étiez le candidat de la France Insoumise, justement, lors du premier tour à Brest. En face de vous, Pierre Breteau, maire modem de Saint-Grégoire, et élu dès le 15 mars dernier. Vous êtes également le président de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine. Et à vos côtés, Jérémy Dauphin, bonsoir. Bonsoir. Maire de Languédiane, une petite commune de 500 habitants dans les Côtes-d'Armor, brillamment réélu dès le premier tour. On va revenir justement avec une forte participation. On va y revenir justement. Une réaction, Pierre-Yves Cadalin, au propos de Bernadette Malgorn. Il y a une panne de la démocratie locale à Brest. Il y a quelque chose qui aussi est national. Il y a une dimension conjoncturelle qui est liée au problème de maintenir le second tour de ces élections, alors que 3 mois sont passés. Et pendant ces 3 mois, les gens ils ont beaucoup réfléchi, ils ont changé leurs idées sur les choses. On ne peut pas maintenir que cette élection soit unique, qu'elle soit la même. Donc de fait, des listes ont été exclues d'un nouveau premier tour qui s'est joué aujourd'hui, et ça je le regrette profondément, et bien les gens partout, et notamment à Brest, le regrettent également. Cela renvoie également à une dynamique structurelle qui est que davantage et d'élection en élection, il y a toujours plus d'abstention. Nous, à la France Insoumise, nous proposons toujours la convocation d'une constituante et une 6e République. Par exemple, comment comprendre qu'il n'y ait pas un minimum
de participants pour qu'une élection soit validée. Juste par rapport à l'abstention, un sondage Ipsos qui nous a été révélé aujourd'hui souligne que c'est la France Insoumise et justement donc vos électeurs de la France Insoumise et du Front National qui se sont le plus massivement abstenus. Et si vous voulez, au premier tour, déjà, les classes populaires et les plus jeunes dans le pays ne sont pas venus. On ne peut pas faire la démocratie sans le peuple. Et on ne peut pas faire la démocratie sans ceux qui, dans le peuple, souffrent le plus. Avec la crise en Bretagne, c'est 58 000 nouveaux chômeurs. Eh bien, il faut planifier, organiser autre chose, proposer un autre modèle de société. Et ça, je crois que nous devons continuer à nous engager, à nous battre pour cela. Et en tout cas, à titre personnel, et avec mes amis à Brest, nous le continuerons. Pierre Breteau, dans les deux principales villes bretonnes, les deux métropoles, Rennes et Brest, victoire de la gauche, des maires sortants, le socialisme municipal, encore la cote en Bretagne. En tout état de cause, les maires sortants ont été clairement réélus. Dans un contexte, vous l'avez souligné, assez inédit. Donc il n'y a aucune question, à mon avis, de légitimité des maires élus. D'ailleurs, le Conseil d'État s'est prononcé sur la tenue de cette élection. Donc je suis profondément démocrate, je respecte la démocratie. Cela pose, cela étant dit, une question qui est la représentativité. Quand on est élu, qu'il y a moins d'un électeur sur 3, et c'est vrai aussi pour les maires élus au premier tour, dont je fais partie, nous ne pourrons pas, je crois, exercer ce mandat de la même façon. Et à l'évidence, nous devrons associer beaucoup plus nos concitoyens aux décisions qui les concernent, parce que, à l'évidence, cette élection ne s'est pas déroulée dans un contexte démocratique totalement normal, y compris d'ailleurs sur ce délai de 3 mois entre deux tours qui évidemment rebat les cartes. Jérémy Dauphin, très fort taux de participation à Languédia au premier tour. Justement, comment 89%, je précise, parce que c'est vraiment massif. Comment associer encore plus aujourd'hui les citoyens aux affaires publiques, aux affaires locales ? Ouais, donc moi c'est mon deuxième mandat, il y avait plus de 90% déjà il y a 6 ans, quasiment 90 ce coup-ci. Je pense que déjà il faut intéresser la population, les gens, en étant proche des citoyens, de la population, et en proposant des idées un peu nouvelles, des projets nouveaux, où on peut associer la population. Nous aujourd'hui avec nos 90% de taux de participation, on a ouvert des commissions. On va communiquer dessus et toutes nos commissions seront ouvertes à la population. Et on va faire avec. On a déjà fait avec pendant 6 ans. On a prouvé à travers les projets qu'on a réalisés. Parce que là aussi, il faut, je pense qu'on est attendu pour les réalisations qu'on va faire. Il ne faut pas s'engager en promettant des choses qu'on ne va pas faire. Et moi, pendant la campagne, j'ai été voir tout le monde. Et beaucoup de fois, j'ai eu ce retour. Vous avez fait ce que vous avez dit. Donc, il faut faire une bonne équipe, une équipe proche des gens, et après associer la population. Et puis, il y a le temps de la décision aussi, où on doit trancher pour pouvoir réaliser les projets. Vous aviez battu un maire qui était là depuis 25 ans. Exactement. Donc, à l'origine, vous aviez 30 ans pour votre premier mandat. Qu'est-ce qui avait convaincu à ce moment-là ? Parce que là, vous avez le bilan pour vous servir, mais voilà, exactement. il y a 6 ans, ce n'était pas le cas. Mais il y a 6 ans, je pense que ce qui avait convaincu, c'est la campagne, parce que j'avais constitué une équipe aussi qui avait vraiment envie de changement. Et on est allé voir, comme je vous le dis, on a la chance dans nos petites communes, c'est peut-être moins le cas quand on est sur une ville, d'être très proche des gens. Je le dis souvent, dans la ruralité, on a ce luxe-là d'être proche de nos citoyens et de les connaître quasiment tous. Donc on était allé voir tout le monde. Et on leur avait proposé notre projet, nos idées pour la commune de Languédia. Et on en avait. Et c'est vrai que par rapport à un autre élu qui était là depuis 25 ans, il y a sûrement une usure. Il y a des projets qui sont peut-être plus en adéquation avec le présent. Et nous, on essayait d'incarner cette nouveauté-là. Thomas, justement, sur ce démocratie locale. Oui, je pense. Bon, déjà, de manière générale, l'insuffisance démocratique des sortants, c'est un classique des campagnes dans toutes les villes. Mais le paradoxe, finalement, il est que si on raisonne sur la démocratie participative, il y a d'un côté une forme de critique récurrente et latente sur l'insuffisance démocratique des élus en place. Mais de l'autre côté, quand vous avez des dispositifs participatifs qui existent, ils ont souvent du mal aussi à trouver leur public et à mobiliser. Donc on est quand même dans une équation extrêmement compliquée de ce point de vue-là, et qu'on reste souvent sur des formes de coupures délégatives dans la démocratie, parce que cela requiert finalement de la part de la population de l'intérêt, de la disponibilité, de la montée en compétences. Et donc il y a un mot d'ordre général qui est très séduisant, mais il y a ensuite une mise en pratique qui est beaucoup plus exigeante et très compliquée. C'est pas tant la question de la démocratie participative, me semble-t-il. C'est la question de la démocratie de proximité. Ce qui est très différent. Et ce qui est plébiscité dans le rôle du maire, quelle que soit la taille de la commune, c'est la proximité du maire. Et la crise l'a révélé de manière extraordinaire. Et de fait, a conféré, quelles que soient leurs étiquettes d'ailleurs, une petite prime aux sortants. Parce qu'ils ont été extraordinairement présents sur le terrain, très proches des gens et très efficaces. Messieurs, restez avec nous. On va tout de suite retrouver la nouvelle maire de Rennes, réélue, Nathalie Appéré, qui nous attend
tout près de la mairie. Bonsoir Nathalie Appéré, merci d'être avec nous. Non, vous êtes dans la mairie, vous êtes carrément dans la mairie. Merci d'être avec nous. Les dépouillements ne sont pas tout à fait terminés, je crois, à Rennes. Votre victoire ne fait pas de doute. Je ne sais pas si vous avez entendu nos invités sur... Les résultats, allez-y, les résultats dites-les-nous. sont définitifs. Alors, on vous écoute. Alors, donc 65,35 pour la liste que je conduis, 17,49 pour celle de Carole Gandon et 17,15 pour celle de Charles Compagnon. Alors, victoire nette et sans bavure pour vous, Nathalie Appéré. Je ne sais pas si vous avez entendu nos invités sur la démocratie participative, sur le taux d'abstention très très fort, notamment à Rennes. Ça vous oblige pour votre prochain mandat, non ? Alors malheureusement, je n'ai pas entendu les éléments d'analyse, mais évidemment, dans un contexte national complètement inédit, marqué par une forte abstention, Rennes n'échappe pas à ce phénomène. Et évidemment qu'il doit nous falloir continuer à cultiver inlassablement le renforcement de la démocratie locale, à donner encore, je dirais, plus demain qu'aujourd'hui, les clés de la ville aux Rennaises et aux Rennais et à leur donner la capacité et le pouvoir d'agir dans leur ville. C'était un des piliers de ce mandat qui s'achève. C'est un des piliers aussi du projet que nous avons proposé aux Rennaises et aux Rennais pour les 6 ans qui viennent. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour explorer toujours plus loin la question de la participation et de la démocratie locale. C'est vraiment un enjeu important. Alors justement, Nathalie Appéré, vous aurez un cas concret à gérer ces prochains jours. Il y a un dossier actuellement qui crispe notamment les automobilistes et les commerçants rennais. C'est ces fameux vélorues que vous avez installés en centre-ville. Ça râle, ça grogne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez proposer des réunions de concertation? Vous allez essayer d'apaiser ce conflit? Alors, de fait, je vais m'en tenir à la méthode que j'avais retenue pour ces aménagements, dont je rappelle qu'ils sont provisoires, à savoir réaliser des tests grandeur nature à l'occasion de ce déconfinement, des tests qui sont en place jusqu'à la fin août, et nous aurons à ce moment-là l'opportunité, évidemment, d'en discuter avec les Rennaises et les Rennais, et de voir dans quelle mesure ces aménagements sont à améliorer, à reprendre, tout en continuant à affirmer aussi l'ambition très forte en matière de mobilité douce, de déplacement alternatif et de transition écologique. Dernière question, Nathalie Appéré. Plus de place pour ce nouveau mandat pour les écologistes, notamment dans les fonctions, dans les postes, dans les mandats qui seront attribués? Moi, j'ai toujours souhaité ce rassemblement. On a uni nos forces avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. C'est de fait un rassemblement gagnant avec des responsabilités qui seront... Alors, je ne vous entends pas. Mathieu Teurier, premier adjoint, c'est un scénario possible? Écoutez, le conseil municipal d'installation qui se tiendra vendredi 3 juillet permettra à la fois l'élection de la maire et puis l'élection des adjoints avec leurs responsabilités. Et vous pourrez à ce moment-là les commenter. Mais ce que je veux dire, c'est à la présidence de Rennes Métropole. Chacun a du talent et des compétences dans cette équipe et les talents seront employés pour servir les Rennaises et les Rennais. Oui, je serai candidate à la présidence de la métropole. Je l'ai toujours affirmé en ayant beaucoup travaillé avec un collectif de près d'une trentaine de maires aujourd'hui qui partagent une vision commune de notre intercommunalité, de notre métropole et qui ont à cœur de mettre en œuvre ensemble un projet commun, un projet de transition écologique, de justice sociale et d'emploi. Donc c'est ce travail que nous voulons continuer pour Rennes et pour la métropole. Merci beaucoup Nathalie Appéré de nous avoir donné cette première réaction après donc votre réélection à la mairie de Rennes avec près de 65% des voix. On va tout de suite continuer notre tour de Bretagne des réactions et on va aller dans le Morbihan retrouver à Pontivy. Marie-Madeleine Doré-Lucas, candidate battue au second tour. Bonsoir Marie-Madeleine Doré-Lucas. Christine Lestrade réélue confortablement. Oui, bonsoir. Voilà, les Pontiviens et les Pontiviennes ont choisi la continuité.
dire 6 ans, un mandat de 6 ans pour rien et un autre mandat de 6 ans pour rien. Je suis triste pour les Pontiviens et les Pontiviennes. Aucun projet pour le territoire. D'ailleurs, je me demande toujours quel est le programme de Christine Lestrade à ce jour. Donc un manque de transparence. Vous êtes résolument dans une opposition combative pour ce prochain mandat. Une opposition combative, oui, on a des valeurs d'écologie, de solidarité à faire valoir. On a un programme qui correspond à l'urgence sociale, écologique du moment. Et les Pontiviens n'ont pas compris. Et puis, force est de constater que le taux de participation est faible. Donc, la question qui se pose est quand même véritablement celle de la légitimité de la sortante. Merci beaucoup, Marie-Madeleine Doré-Lucas. À mon avis, gouverner avec un... Oui. Allez, terminez votre phrase, excusez-nous. Je vous en prie. Merci. Oui, je vous disais, gouverner avec un si faible taux de participation, ça pose question. Merci beaucoup, Marie-Madeleine Doré-Lucas. Pierre-Yves Cadalin, la France insoumise a du mal à passer un cap pour les élections locales. Là, on voit même présente au deuxième tour, pas la confiance d'une majorité d'électeurs. Mais si vous voulez, j'y reviens, hein, l'abstention est extrêmement forte et alors, les propos de la candidate peuvent sembler un peu durs, mais j'avoue moi-même m'être demandé pourquoi François Cuante voulait être réélu à Rennes. À Brest. Voyez-vous, il n'avait pas de projet particulier, pas de... Tout cela donne l'impression que c'est un peu la lutte des places. Et d'ailleurs, les écologistes à Brest comme à Rennes, il y a des villes où on fait des choses intéressantes avec les écologistes. Hein. Regardez, on gagne avec eux à Lyon, on gagne avec eux à Marseille. C'est des grandes villes quand même. Bon, mais à Brest et à Rennes, ils ont fait la voiture balai du Parti Socialiste. Ils ont dit au premier tour, on va faire un truc, c'est l'alternative, etc. Et au second, comme je l'ai dit de toute ma campagne du premier tour, ils repartent avec le PS comme prévu. Là où ça n'a pas été le cas, par exemple à Clermont-Ferrand, la France Insoumise fait 15% ce soir. C'est pour une première fois une élection, c'est quand même pas mal. Et elle le fait parce que les Verts ont joué franc jeu à Clermont-Ferrand, ils sont allés direct avec le Parti Socialiste, leurs alliés, etc. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de modèle de société et de modèle, notamment on parle de la ruralité en Bretagne. Je veux dire, la domination de la FNSE, du lobby agro-industriel, peut être un combat commun à tous ceux qui ont des convictions écologistes et qui veulent faire et défendre une politique de solidarité et de transition écologique réelle avec de l'agriculture biologique, etc. Vous savez qu'il y a 4 cochons par breton. C'est fou, ils sont où? On les voit jamais. On va faire réagir. Ils sont dans des exploitations hyper concentrées. On vous avait un discours très tranché. Justement, Pierre-Yves Cadalin, d'une manière générale quand même, on a eu des programmes très proches d'une famille à l'autre. Une sorte de standardisation, on va dire, des programmes électoraux. Alors évidemment, on a des agendas qui peuvent différer d'un territoire à l'autre. Les questions économiques de redynamisation du centre-ville vont avoir une acuité plus importante à Saint-Brieuc, par exemple, ou à Lorient, qu'à Rennes, qui est un territoire qui globalement se porte bien. Mais c'est vrai qu'on a une forme, qu'on regarde les programmes, on a une forme de standardisation des agendas environnement pour tout le monde. On a des choses qui étaient très clivantes et minoritaires, qui font leur apparition, la gratuité des transports. Regardez Lorient, Fabrice Loher. C'est un gros projet, hein, Pierre-Yves Cadalin. À Lorient, Fabrice Loher demande l'expérimentation des transports gratuits le samedi. On voit bien que le différentiel partisan se réduit. Regardez l'offre de démocratie participative, pas démocratie de proximité, mais participative. Avant, il y a 10 ans, les budgets participatifs, qui étaient beaucoup moins nombreux en France, c'était des marqueurs de municipalités à gauche. Quand vous regardez les dernières années, beaucoup de villes de droite, je pense à Angers, pas loin d'ici, beaucoup de villes de droite se mettent à faire des budgets participatifs. Ça veut dire que globalement, on a effectivement un agenda qui standardise. On a néanmoins des cadrages différents. Prenez juste l'environnement. Vous avez l'écologie qui est un peu patrimoniale, celle de Charles Compagnon à Rennes, c'est-à-dire cadre de vie, verdissement, et là c'est consensuel, c'est un socle commun. Et puis vous allez jusqu'à l'écologie politique, où vous réintroduisez des fractures, la place de la voiture, les grands équipements, l'aéroport dans certaines villes, et là vous retrouvez quand même des fractures, des cadrages tout à fait différents. On va poursuivre le débat dans quelques instants. On part tout de suite à Saint-Malo. Vous savez, Gilles Lurton a été élu largement maire, et nous retrouvons Christelle Veillard qui fait un point et donne la parole aussi à Anne Le Gagne qui a donc perdu. Oui, Nathalie, en effet, à Saint-Malo, vous le disiez, Anne Le Gagne n'a pas fait le poids face aux députés Les Républicains. Gilles Lurton, grand favori dès le premier tour, est largement plébiscité avec un score de 70%. Elle n'a réuni qu'à peine 30% des suffrages. Pour rappel, la candidate centriste, médecin gériatre de l'hôpital, était partie au tout début de la campagne sur la liste de Gilles Lurton avant de claquer la porte et de monter sa propre liste. Malgré la défaite, elle ne se dit pas trop déçue. On l'écoute.
30% face à quelqu'un qui fait de la politique depuis 35 ans, qui laboure le terrain. Nous, on est parti sans mouvement politique derrière nous, avec une liste vraiment très solide de gens expérimentés, compétents, une liste apolitique. Donc aujourd'hui, c'est le fruit de la démocratie, mais on est satisfait d'obtenir 30% des voix, vraiment. J'ai une vraie équipe. Une équipe à laquelle je crois, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette équipe c'est une vraie chance pour Saint-Malo. On sera une vraie opposition et on sera aussi force de proposition pour la cité pendant les 6 ans qui viennent. Et effectivement, rendez-vous dans 6 ans avec grand plaisir. Merci. Voilà, réaction d'Anne Le Guen, la candidate centriste battue. Je vous rappelle donc que c'est Gilles Lurton, le député LR sortant, qui a été élu nouveau maire de Saint-Malo. Messieurs, on va se projeter un peu dans l'avenir. Dans les prochaines semaines, il y a une crise qui arrive, qui est déjà là. Est-ce que vous, en tant que maire ou en tant que président de communauté d'agglo ou de communauté commune, vous avez les outils, les moyens pour faire face à cette crise aujourd'hui? Pierre Breteau. L'essentiel des moyens sont d'abord à l'État, aux régions et aux grandes intercommunalités. Mais les maires ont un moyen assez extraordinaire, qui est le levier de proximité. Qui est de repérer à la source et très vite les problématiques qui se posent. Et la vraie question c'est, à mon avis, et c'est vraiment le président des maires qui s'exprime d'Ille-et-Vilaine, c'est est-ce que les intercommunalités qui deviennent des très grosses structures, la région, vont pouvoir s'appuyer sur ce tissu extraordinaire d'élus de proximité, pour la plupart d'entre eux quasi bénévoles, je le rappelle, qui en fait voient tous les signaux faibles de la société en permanence, les signaux faibles sociaux, les signaux faibles économiques, les signaux faibles commerciaux, inventent des solutions parfois avec une imagination absolument extraordinaire. Et donc la vraie question, me semble-t-il, c'est est-ce que ces grosses structures que sont les métropoles, les régions essentiellement, les services de l'État en région, vont pouvoir, comme ils l'ont fait pendant la crise Covid, s'appuyer sur les mairies. Et ça, c'est un enjeu, au-delà de la crise économique, c'est un enjeu démocratique. Jérémy Dauphin, au sein de Dinan Agglomération dont vous faites partie, comment vous comptez justement peser pour votre territoire? Alors, ça c'est important parce que nous on est une jeune agglomération, elle a 3 ans, donc c'est tout nouveau. Et c'est vrai qu'il y avait cette volonté sur ce territoire-là, où on est majoritairement des communes rurales, de faire une agglomération assez forte pour peser. On l'a faite et elle fonctionne bien, dans le sens où je pense qu'elle est au service de ces communes. C'est-à-dire qu'on porte des projets à l'échelle communautaire, mais l'agglo est aussi là pour les communes. Il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui se sentent un peu noyés dans ce nouvel échelon. C'est sûrement le cas pour certains, mais je trouve que notre agglomération, avec notre président Arnaud Lécuyer, c'est un maire d'une commune rurale aussi, a su être présent au plus près des communes. Et la clé, elle est là, je rejoins. On est capable, quand on a 500 habitants, peu de budget, mais qu'on a plein d'envie, il faut qu'on invente. Il faut qu'on invente avec la population et les différents acteurs socio-économiques du territoire. Aller chercher de l'argent là où il est. Aller chercher l'argent où il est. Des fois, avec peu d'argent, on invente des choses. Et la clé, on dit, il faut qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé. C'est la santé et l'écologie. Évidemment, il y a l'économie, il y a tout derrière. Mais la santé, l'humain et l'écologie, ça va de pair. Si on maltraite la biodiversité encore longtemps, c'est nous derrière, l'humain. Donc on a vu, il faut mettre les moyens dans la santé, il faut que les services de l'État soient là. Nous, l'État, dans notre territoire, il s'est désengagé en 6 ans de façon incroyable. La gendarmerie, la poste, les tribunaux, les trésoreries, aujourd'hui l'hôpital de Dinan est menacé, la maternité risque de fermer dans ces prochains mois. Donc tout ça, aujourd'hui, on en est encore là à demander des moyens, des lois, pour attirer aussi des docteurs, pour pouvoir fonctionner sur un territoire qui est attractif quand même. Et l'écologie, parce que je vous le disais tout à l'heure, c'est pas le tout. Moi, c'est mon métier. Tous les jours, je suis dedans, dans quelque chose de pragmatique autour de l'écologie, les énergies renouvelables, la filière bois. Mais il faut qu'on soit pragmatique là-dessus aussi. Et pas dans la moralisation, mais dans des choses concrètes. Pierre Breteau à Caisse. Thomas Frinon, il y a un 3e tour bientôt, c'est l'élection des présidents des communautés de communes ou des agglos. Un 3e tour qui n'a pas été, on va dire, imaginé encore par les électeurs, parce que c'est assez lointain tout ça. Non, parce que vous avez un écart entre une lecture juridique et une lecture politique. Dans les communes de plus de 1000 habitants en France, nous avons directement élu nos conseils communautaires. Simplement, c'est tellement encastré dans le scrutin municipal. C'est le même bulletin. Toute la journée, là, on a coché on a validé une liste. Dans cette liste, il y a les futurs conseillers communautaires. Oui, qui est généralement la même liste municipale qui est présentée à côté. Ça veut dire que ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème en France de la dissociation entre l'espace de la politique électorale, de la compétition, qui reste fondamentalement un espace municipalo-centré encore dans cette campagne,
et l'espace des politiques publiques locales qui, lui, migre de plus en plus vers les intercommunalités. Tous les pouvoirs aujourd'hui sont dans les communautés de communes. Ça dépend des configurations, mais dans des configurations très urbaines. Prenez Rennes Métropole, son budget aujourd'hui c'est 2,5 fois le budget de la ville de Rennes. Ça vous donne une idée. Et tant que nous n'aurons pas changé de scrutin, tant que nous n'aurons pas un scrutin distinct et séparé, nous resterons finalement dans une logique intercommunale au compromis, intergouvernementale, mais assez peu visible finalement pour le citoyen. Pierre Breteau, j'ai oublié de vous poser la question. Vous êtes toujours candidat pour Rennes Métropole ? Non, je crois qu'il faut tirer les conclusions du scrutin. Les urnes ont parlé. Une métropole, comme n'importe quel EPCI, c'est un espace, attention, de coopération intercommunale. Ce n'est pas une autre collectivité. Et ma conception, la conception que je défends, à la fois ici à Rennes, mais dans bien d'autres endroits de France, c'est qu'elle est au service de ces communes. Certes, elle doit avoir des lignes directrices, mais elle a été conçue pour être au service des communes. Si on passe sur un scrutin au suffrage universel direct, alors c'est une nouvelle échelon de collectivité locale totale. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, lequel supprime-t-on ? Allons au bout. Vous restez maire de Saint-Grégoire. Bien sûr. J'insiste, donc vous n'êtes pas candidat à Rennes Métropole. Vous pensez au sénatorial, par exemple ? Non plus. Non plus. Je le dis très clairement. Maire. Oui, je rebondis rapidement sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des signaux faibles que les maires sont en état de percevoir, etc. Moi, je le dis, les signaux faibles sur les crises sociales, etc., ou environnementales, ils vont devenir de plus en plus forts dans les mois qui viennent. On est au devant d'une crise économique majeure. Et la leçon qu'il faut tirer de l'épidémie du coronavirus, c'est qu'aujourd'hui, avec la politique de destruction de l'État et du service public, on n'a plus les moyens de faire face à cette crise. Donc, aujourd'hui, il faut changer de braquet directement. Il faut dire, on planifie. On donne des grands nouveaux chantiers sur l'industrie, on renforce l'hôpital public et pas la politique à la petite semaine d'Emmanuel Macron qui fait encore un truc politicien comme d'habitude en disant on va peut-être décentraliser un peu, ça va résoudre quelque chose. Ça ne résoudra rien. Il faut une politique cohérente, axée sur une relance économique et en fait, fondamentalement, on ne peut pas faire d'écologie sans partage des richesses. Merci beaucoup Pierre-Yves Cadalin. Juste Thomas Frino, on part à Brest où Bruno Gilbert a quelques résultats. Oui, assez rapidement, deux grandes villes finistériennes qui ne changent pas de camp, si on peut dire. Tout d'abord, Concarneau, où André Fidelin, le Républicain, ne se représentait pas. C'est son adjoint à l'urbanisme, Marc Bigot, qui est élu ce soir, 44,55%. Il devance une candidate d'hiver gauche et le candidat République En Marche, qui est même en recul par rapport au premier tour. Et puis à Douarnenez, François Cadic, les Républicains également, ne se représentait pas au deuxième tour. Il était troisième à l'issue du premier tour. Il avait choisi de se retirer pour faire barrage à la gauche. Eh bien, un message reçu, semble-t-il, puisque c'est Jocelyne Poitvin qui est élue avec près de 57% des suffrages. Elle devance Hugues Tupin et revient à la mairie, puisqu'elle avait été maire entre 1996 et 2001. Jocelyne Poitvin revient donc à la mairie de Douarnenez. Et puis, juste pour terminer, un maire battu, c'est à Saint-Évarzec. André Guilloux, d'hiver droite, a été battu par René Rocuet, issu des deux groupes d'opposition au sein de son conseil municipal. Saint-Évarzec reste à droite, mais change de tête. Merci beaucoup Bruno pour ces précisions. Thomas, quand on regarde le faible taux de participation aujourd'hui, est-ce que le 28 juin était une bonne date pour ces élections municipales ? C'est une question qui s'est posée. J'ai à ma gauche quelqu'un de la France Insoumise et on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire finalement la campagne, la démocratie ne sera pas assez respectée. Alors finalement chaque scénario a ses inconvénients, mais il y avait quand même des inconvénients à le repousser à l'automne, pour notamment des considérations sanitaires. D'abord, on ne sait pas quel sera le contexte épidémique à l'automne. Deuxièmement, on aurait dû probablement réorganiser 2 tours. Donc, en termes de sécurité sanitaire, organiser 2 tours plutôt qu'un, c'est quand même compliqué. Et puis, troisièmement, on risque d'avoir quelque chose de totalement figé dans les municipalités pendant plusieurs mois. Et on a parlé des intercommunalités. Il faut comprendre quand même la situation très baroque. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles équipes, finalement, communales qui rentrent dans l'intercommunalité et qui cohabiteraient avec des équipes anciennes pendant des mois. Et ça fiche complètement le projet intercommunal et la mandature. Donc, je ne dis pas que c'est parfait de le faire avant l'été, mais le faire à l'automne, en tout état de cause, il y avait des incertitudes et des risques. Merci beaucoup Thomas. Merci Jérémy Dauphin d'avoir accepté notre invitation. Merci Pierre-Yves Cadalin. La politique, vous continuez ? D'autres élections, d'autres scrutins ? C'est pour la vie quand on se bat pour la justice sociale. Merci à vous et bon retour à Brest. La soirée, bien sûr, se poursuit avec tout de suite, dans quelques instants, le décrochage national avec Francis Letellier et Carole Gessler. Je vous signale que cette soirée électorale est aussi à vivre sur notre site internet bretagne.france3.fr avec des réactions, des résultats, les résultats. On se retrouve dans un quart d'heure à peu près. Avec de nouveaux invités et des nouvelles analyses
analyses, des décryptages. On se projettera notamment dans les prochaines élections, les départementales et les régionales qui, pour l'instant, ont toujours lieu en 2021. Nous aurons des députés et des conseillers régionaux justement sur notre plateau. A tout de suite dans un quart d'heure. Merci.